Eh ben, voilà. Bienvenue dans cette matinale organisée par France Ville Durable et la DGLN, le ministère de la Transition écologique, avec l'ancien réseau Vivapolis, qui maintenant est dans France Ville Durable. Je suis Sébastien Merle, le délégué général de l'association. Quelques mots sur notre association avant de parler de la thématique de la matinée, très rapidement, même si parmi les inscrits aujourd'hui, qui représentent des collectivités, des entreprises, d'autres services de l'État, je pense que beaucoup nous connaissent. France Ville Durable, l'association des parties prenantes professionnelles publiques et privées de la ville durable et résiliente, dont la spécificité, la légitimité réside dans sa composition assez unique au niveau national, 4 collèges, l'État, très présent dans la gouvernance, dans les travaux, à travers plusieurs ministères, un grand nombre des agences et des opérateurs, dont le CNES, qui vient de nous rejoindre, et nous en sommes ravis, j'en dirai quelques mots, des territoires, des collectivités locales, et en particulier un partenariat fort avec Intercommunalité de France, la Fédération nationale des intercos, des entreprises de toute taille et tout secteur d'activité, et des experts urbains, territoriaux, énergétiques, dans de très nombreux domaines, avec un objectif: repérer, rediffuser le plus largement possible des outils, des méthodes, des bonnes pratiques, des exemples de réalisation ou de politiques publiques qui sont sortis de terre et qui sont déjà mises en œuvre, qui permettent d'accélérer les démarches de transformation écologique et en même temps, avec les mêmes actions, les mêmes moyens, les mêmes processus, de faire monter les territoires en résilience. Des outils, des méthodes. Donc l'association est présidée par Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, des groupes de travail, une formation, des ateliers territoriaux que nous conduisons avec les exécutifs politiques et les directions générales des collectivités locales sur tous les sujets des territoires durables et résilients. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de collectivités qui étaient inscrites aujourd'hui. N'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez en savoir plus sur nos ateliers. Nous avons donc accueilli le CNES parmi nos membres assez récemment. Nous en sommes ravis car cette question de mobilisation de la data utile pour la transformation des territoires est évidemment un des sujets des travaux de notre association depuis longtemps déjà. Nous sommes assez convaincus d'une manière générale que euh, les phases amont et aval, par exemple, des programmes d'aménagement sont tout aussi importantes que l'acte lui-même de construire, la phase d'ingénierie, de diagnostic, et la phase de fonctionnement des quartiers, des territoires, sont tout autant déterminants dans la réponse aux enjeux de l'Anthropocène, limite planétaire, par exemple, sur le sujet du carbone, mais ce n'est pas le seul sujet. Donc, comment, dans les premières discussions qu'on a eues avec le CNES, j'évoquais le fait que dans nos contacts avec les collectivités locales, quand on discute stratégie de territoire, et on est beaucoup sur ce sujet de comment on fait bifurquer des stratégies de territoire, et donc de la planification, et donc des PLU, et donc des SCOT, et donc des PPI, etc., pour aller plus vite dans la transformation écologique. Comment on change finalement de direction, comment on reconnaît qu'il y a un certain nombre de directions qui sont poursuivies depuis des décennies qui ne vont pas dans le bon sens. Pour ça, on a besoin de diagnostics locaux. On a besoin, par exemple, de caractériser les impacts attendus du dérèglement climatique à l'échelle de chaque territoire. Parce qu'un rapport du GIEC est quelque part totalement inutilisable par une collectivité locale. Les grands chiffres à l'échelle des grandes régions ou de la planète à horizon 2100 ne sont absolument pas des outils d'aide à l'action pour un territoire qui va vouloir se préparer, s'adapter ou faire évoluer ses trajectoires de développement économique, par exemple, pour qu'elles soient plus compatibles avec les enjeux. On a vu fleurir, et c'est très bien, des GIEC locaux de plus en plus, et une grande partie de data est disponible pour permettre de caractériser à l'échelle de chaque territoire les évolutions possibles au regard des différents scénarios du GIEC en matière de retrait-gonflement des argiles, ruissellement, inondation, effet d'îlot de chaleur, sécheresse, rechargement des nappes phréatiques, évolution du tissu végétal ou
du couvert forestier, tempêtes, submersion marine, etc., etc. Et on se rend compte que quand on amène cette data au territoire et qu'ils réalisent finalement que leur territoire va être touché de plein fouet, ce qu'en général est peu regardé, ça aide beaucoup les élus et leurs équipes à se dire: «Oui, beh, cette fois, on n'a plus le choix, on doit bien changer de trajectoire et on doit bien mettre le paquet sur la résilience et l'adaptation parce que de toute façon, on va se le prendre de plein fouet», passez-moi l'expression. Et donc on a besoin de caractériser ces enjeux à l'échelle fine, à la maille fine de chaque territoire. Et donc dans les échanges qu'on a eus avec le CNES, et c'est ce qui va vous être présenté ce matin, on a appris qu'il existait un grand nombre, de data disponibles au niveau spatial qui peuvent outiller la réflexion des territoires sur leur démarche et les aider à objectiver finalement les priorités de transformation écologique ou d'adaptation qui sont très différentes d'un territoire à l'autre, aussi bien sur les questions de transformation ou de décarbonation que sur les questions d'adaptation. On n'a pas une méthode unique qui devrait s'appliquer sur tous les territoires sur la transformation et l'adaptation. C'est de la dentelle de mise en œuvre qu'il faut conduire en fonction des spécificités naturelles, géomorphologiques, humaines, économiques, sociales, historiques, patrimoniales de chaque territoire, même si les grands objectifs, eux, restent les mêmes. Donc, on s'est dit que c'était intéressant d'échanger avec vous, d'échanger avec notre réseau, le réseau des membres de France Ville Durable, mais aussi le réseau plus large de nos partenaires, des acteurs qui nous suivent et le réseau, l'ancien réseau Vivapolis. Vous allez avoir ce matin une présentation un peu rapide de ce que le CNES peut proposer, notamment aux acteurs publics, mais aussi aux acteurs privés. C'est une sorte de teaser qu'on fait ce matin et qui doit préparer une matinée du CNES qui sera organisée le 13 décembre, à laquelle vous serez invités cette fois physiquement et en ligne. Alors physiquement, on y reviendra, il y a une jauge limitée dans les locaux du CNES. À la fin de ce webinaire, on vous enverra un questionnaire pour vous demander quels sont les sujets que vous souhaitez voir creuser, développer davantage, pour lesquels il serait utile que le 13 au matin, on ait des présentations plus fines. Donc voilà, rendez-vous également le 13 au CNES pour cette matinée. On s'engage dans un processus de long terme de partenariat et pas uniquement sur une réunion one shot, comme on dit aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je remercie beaucoup l'ensemble des participants. On a pas mal de monde aujourd'hui avec une pluralité de typologies d'acteurs. C'est ça qui fait la richesse de France Ville Durable. On n'est pas dans une catégorie d'acteurs. On a des points de vue différents, on a des intérêts différents, mais on est d'accord de les mettre ensemble sur la table pour favoriser la mise en œuvre, l'action, hein. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de discuter de théorie ou de ce qu'il faut faire, il s'agit de dire comment on fait, comment on accélère les démarches et quels outils on peut mobiliser pour ça, notamment les outils du spatial. Je n'en dis pas plus, je donne tout de suite la parole à Bruno Bessis de la DGALN du ministère de la Transition écologique, qui va représenter Jean-Baptiste Butlen, le sous-directeur à l'aménagement durable, qui est le vice-président de France Ville Durable, en charge du collège État. Et je vous souhaite un bon webinaire. Bruno, c'est à toi. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux comme tu le disais Sébastien, hein, aussi nombreux pour cette reprise du programme des matinales à une heure aussi matinale, mais c'était le principe de ces matinales, commencer tôt et finir tôt pour ne pas trop mordre sur le programme sur l'agenda de la journée. Et tu as excusé Jean-Baptiste Buten qui effectivement est pris par une urgence du cabinet. Alors, un remerciement encore au CNES et à France Ville Durable pour la relance de ce programme des matinales qui sont des moments très importants et qui étaient vraiment des temps forts du réseau Vivapolis aujourd'hui intégré au réseau de France Ville Durable. Et puis c'est une matinale qui, à mon sens, arrive sur une thématique euh, très particulière et au bon moment. C'est le bon moment pour traiter de ce sujet. Alors pourquoi le bon moment? Euh, Pourquoi est-ce un moment aussi sensible? D'abord parce que ça a été dit de nombreuses fois depuis les crises Covid et depuis la fin de l'été. La fin de l'été, c'est aujourd'hui, mais on traverse
une période de crise, tout le monde en est conscient et j'ai surtout envie d'insister sur cette prise de conscience, beaucoup plus forte que ce qu'on avait pu entendre jusqu'à présent. Il y a une prise de conscience, on parle de ce changement climatique, on parle de la sobriété, vous l'entendez tous les jours, et je crois qu'il y a une prise de conscience sur ce qu'est le changement climatique. Le changement climatique, c'est pas uniquement, bah, tiens, il fera un petit peu plus chaud en été, on montera la climatisation ou on chauffera un petit peu plus l'hiver. Vous le savez tous, hein, autour de cet écran, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le changement climatique, ça va être des problèmes de sécurité, des problèmes d'alimentation, ça va être des morts, et pas seulement à l'autre bout du monde, ici aussi en France. Donc il y a cette prise de conscience très forte, et puis c'est également un moment particulier parce qu'il y a cet engagement fort du gouvernement qui se traduit par la planification écologique et qui se met en œuvre concrètement par ce fonds d'accélération pour la transition écologique d'1,5 milliard, vous en avez entendu parler, avec toutes ces actions et ces programmes qui vont être lancés. Et à l'appui de cet engagement, il y a 2 convictions que je voudrais souligner. La première conviction, c'est que l'État régulateur, l'État planificateur, celui qui lance cette planification de la transition écologique, ne peut pas porter seul la transition écologique. La mise en œuvre de la transition écologique s'appuie sur les compétences et les responsabilités de tous, État, collectivités, entreprises et citoyens, chacun à son niveau a sa part de responsabilité. D'ailleurs, peut-être que la façon dont la part de la responsabilité citoyenne apparaît aujourd'hui est peut-être un peu anxiogène, mais n'empêche que c'est là. On a tous notre part de responsabilité et notre rôle à jouer dans la mise en œuvre de cette transition écologique, pas uniquement l'État régulateur qui, lui, est là pour donner le cadre. La deuxième conviction sur laquelle je voudrais insister, c'est que, évidemment, on n'a pas le temps d'attendre demain. C'est tout de suite qu'il faut la mettre en œuvre et si je faisais un mauvais trait d'humour, je dirais qu'aujourd'hui, c'est trop tard. C'était hier, voire avant-hier, qu'il fallait la mettre en œuvre, cette transition écologique. Bon, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, il faut vraiment se retrousser les manches et la mettre en œuvre, cette transition écologique. Donc ça, c'est le moment particulier et si important pour parler de ce sujet si particulier. Pourquoi si particulier? Parce que pour mettre en œuvre cette transition écologique aujourd'hui, on a besoin d'accélérer. Il faut faire vite, beaucoup plus vite que ce qu'on a fait jusqu'à présent et ces 20 dernières années. Et pour aller plus vite, il y a les données qui sont à notre disposition. Il y a cette data, il y a toute cette masse d'informations qui permet d'accélérer les choses. Alors, on va pas, je ne vais pas être plus long, hein, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette initiative que je voulais juste citer, hein, Connect by CNES, qui est vraiment un outil opérationnel. Tu as parlé d'opérationnalité, Sébastien, un outil opérationnel sur les territoires. Donc la transition écologique, elle n'est pas juste au niveau national et dans les grands discours. La transition écologique, elle est bien sûr, vous le savez, sur le terrain, sur le territoire, dans les villes, dans les villages et les campagnes. Et il y a cette initiative Connect by CNES qui est vraiment au cœur de ce qu'on veut faire sur la transition écologique des territoires, puisque c'est l'utilisation des données pour déployer les services publics dans les territoires. Donc on est bien, et on va parler de transport, et on va parler de développement économique, etc. Donc on est bien au cœur de ce qu'on veut faire dans nos territoires durables. Et l'État, dans des programmes comme celui-ci, il trouve une place, mais pas une place de régulateur, il trouve une place d'accompagnateur par les initiatives qui ont pu être prises. Donc là, c'est plus l'État régulateur, c'est l'État initiateur, c'est l'État facilitateur, c'est l'État accompagnateur, notamment au travers des pôles de compétitivité qui sont très présents dans des programmes comme celui-ci. Je ne vais pas aller plus loin, l'introduction a déjà été un peu trop longue. Hélène, je vous redonne la parole pour enchaîner. Oui, merci. Donc tout d'abord, au nom du CNES, nous sommes vraiment ravis, d'adhérer à France Ville Durable, hein. Et je ne vais pas être longue, hein, puisque je vais surtout, passer la parole, mais via une vidéo qui a été prise hier en direct de l'IAC. Donc comme vous devez le savoir, hein, il y a un très, très grand, colloque mondial de tout le monde du spatial qui se tient en ce moment à Paris. Et donc Laurence Monouillel-Smith, notre déléguée au développement durable auprès du président du CNES, qui aujourd'hui, en ce moment même, est en train de prendre un avion pour la Guyane, a réalisé hier, en direct, enfin, depuis l'IAC, une vidéo
pour exprimer tout son intérêt pour France-Ville durable et à quel point donc le CNES, nous pensons tous, a vraiment sa place au sein de votre communauté. Donc voilà, je laisse la parole à Laurence depuis l'IAC hier à Paris. Monsieur le délégué général Sébastien Maire, monsieur le sous-directeur, cher Jean-Baptiste, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, je ne suis pas complètement avec vous, mais un petit peu quand même, puisqu'aujourd'hui, c'est le congrès mondial de l'astronautique et tous les acteurs du spatial sont réunis ici au Palais des Expos au port de Versailles. Et vous voyez, je suis juste sur le stand du CNES et c'est donc malheureusement un petit peu à distance que je participe à cette matinée. Mais en tout cas, je suis extrêmement contente de pouvoir m'exprimer devant vous sur ces quelques sujets, puisque depuis l'IAC où nous sommes ici, il est beaucoup question non seulement évidemment de regarder les astres avec les satellites, mais aussi de regarder la Terre, les questions de développement durable, les questions de préservation de notre espace commun et toutes les questions qui sont afférentes à la manière dont on peut, avec les données spatiales, venir aider les populations sont au cœur de nos réflexions. Depuis longtemps déjà, le CNES a développé des activités civiles et notamment avec toute la fameuse saga de SPOT. Et nous avons développé ces activités d'observation de la Terre qui permettent très concrètement non seulement de fournir des données à l'ensemble des chercheurs, des données qui permettent de modéliser le changement climatique, mais qui permettent aussi d'agir au plus près des territoires. Un des principaux points sur lesquels nous avons travaillé depuis les années 80, c'est la préservation des populations au moment des grandes catastrophes majeures. Nous avons une charte qui s'appelle Espace et catastrophes majeures qui a été depuis plus de 20 ans activée plus de 700 fois. Et encore très récemment, elle a été activée en Afrique du Sud, au Nigeria et au Honduras. Elle a été activée également à Mexico lors du tremblement de terre qui s'est tenu il y a ne serait-ce que quelques jours. Et depuis, le spatial, l'ensemble de l'industrie spatiale qui est présente aujourd'hui, développe des applications qu'on appelle des applications aval pour venir en aide aux populations, mais aussi pour fournir toute une série de services qui ont trait à l'adaptation au changement climatique. Et nous avons ainsi, en particulier au CNES, développé des partenariats avec les territoires, qu'il s'agisse de la Guyane, de l'Occitanie, mais également de nombreuses régions en Nouvelle-Aquitaine et dans d'autres espaces d'outre-mer, pour venir à l'appui de ces territoires, avec nos données, offrir des outils de résilience face aux problématiques de changement climatique. Aider les villes qui sont dans des situations difficiles de fait de leur situation géographique côtière, aider les villes qui ont à assumer cette transition, en particulier dans leurs bâtiments, dans leur organisation, du fait du changement climatique, aider aussi l'ensemble des populations qui vont devoir programmer une transformation dans leur comportement, dans leur déplacement, dans leur agriculture, etc. Donc je suis très heureuse, même si je ne suis pas concrètement avec vous, en tout cas très heureuse de pouvoir partager avec vous ces initiatives que nous développons, que ce soit à travers l'Observatoire spatial du climat ou des nouveaux programmes de coopération avec les territoires que nous avons au CNES, pour pouvoir justement partager ça avec vous très concrètement. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle matinée et bonne continuation. Je pense qu'on va maintenant donner la parole à Eric, c'est ça? Hélène? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est Éric bien Brel. ça. Oui, oui, oui. Eric, Je qu'on va pense laisser qu'il est se prêt. présenter. Tout à fait. Bonjour, donc j'ai réussi à trouver mes petits boutons pour apparaître sur la webconf. Alors, je suis Eric Brel, je fais partie du programme Connect by CNES et je vais essayer de vous le présenter et vous faire une petite introduction sur tout ce qui pourrait être intéressant sur le traitement de notre domaine. Donc, il faut d'abord que je trouve ma présentation. C'est toujours comme ça que il ne me présente pas le bon écran. Si je fais ça, il est parti trop vite. Non, non, ça marche.
Oui, oui, mais bon, c'est pas grave. Il y avait une petite page d'introduction, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que le programme Connect by CNES? Ça va être ma première petite présentation. Alors, excusez-moi, mais je suis parti d'une présentation en anglais, mais bon, avec mon petit discours, je vais essayer de compenser ça. Donc, le CNES, il est parti du rêve de l'espace et des ambitions que pouvait apporter l'espace pour essayer de le structurer. Et depuis les années 60, depuis 1961, et a mis en place 5 programmes pour l'accès à l'espace, pour tout ce qui est scientifique en rapport à la connaissance de l'univers et des systèmes planétaires, mais aussi tout ce qui est scientifique et de grande vision, de vision très large, de vision globale de tout ce qui est observation de la Terre, mais aussi 2 autres domaines un peu plus applicatifs que sont le développement des télécommunications et les outils dont a besoin la défense pour essayer de préserver les aspects des problèmes difficiles que nous vivons notamment en ce moment. Mais hein, c'est très bien, c'est là que… Voilà, la présentation arrive. Et du coup, elle va trop vite. Donc, à partir de cette réflexion qu'on a eue pendant des dizaines d'années, on a accumulé compétences, données et services. Et on s'est dit, en voyant évoluer le spatial dans ce qu'on appelle dans le domaine le New Space, avec l'évolution des entreprises américaines et de l'ambition chinoise, on a réfléchi et on a vu que toutes ces données, tout ce monde du spatial pouvait servir à énormément de domaines. Et donc, on a décidé de créer le programme Connect by CNES, dont l'ambition, en fait, c'est qu'on a échangé avec le gouvernement et qui est le fondement de notre programme, qui est de développer un peu, d'aider au développement de l'environnement sociétal et de l'économique en France. Et donc, tout ça en favorisant l'innovation technique et industrielle et en essayant de la mener au niveau opérationnel. Alors, bien sûr, cette recherche d'innovation et d'évolution des techniques pour un usage pour tous, ça porte sur toute l'infrastructure spatiale, qu'elle soit ce qu'on appelle en orbite basse, pas loin de la Terre, ou avec des constellations qui couvrent un peu, qui apportent leurs services sur toute la surface de la Terre, de manière soutenable, bien sûr, mais aussi jusqu'à la Lune, pourquoi pas. Mais on a aussi travaillé un peu toute cette réflexion en réfléchissant un petit peu à tout ce que pouvaient apporter les métiers du spatial, l'observation de la Terre, les télécommunications et la navigation, à l'usage de tous les secteurs sur la Terre. Et nos priorités se sont appuyées sur l'agriculture, la forêt, la gestion des risques, dont le risque lié au changement climatique, aussi le maritime, qui est le secteur de la mobilité qui nous semble le plus abordable pour développer rapidement des solutions, mais aussi pour tout ce qui est santé. Et donc, ce programme-là, on l'applique auprès d'acteurs qui vont de la start-up jusqu'au grand groupe, mais aussi de vous qui êtes les institutions et qui, je pense, sont les premiers demandeurs et sont ceux qui peuvent déclencher un peu toute cette chaîne qu'on vous montre pour développer au niveau environnemental, sociétal et économique les territoires français. On intervient aussi à l'international. Alors, Connect by CNES, c'est un programme qui n'est pas un programme technique, qui est un programme qui propose des services à vous, utilisateurs, et aux acteurs qui peuvent développer des réponses à vos besoins. Et pour cela, on a développé des outils pour financer aussi bien les petites entreprises que développer des projets. On a développé des systèmes de formation et je vous conseille sur le site de Connect by CNES de vous inscrire à la formation ambassadeur du spatial. C'est gratuit, c'est facile et je pense que ça apporte beaucoup de choses. On a des outils de promotion. On participe à beaucoup de salons, des choses comme ça. Et pour les petites entreprises, les startups, on a développé tout un tas d'outils dont vous entendez sûrement parler, genre incubateur, accélérateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez qu'on a même le premier incubateur
d'applications sur la Lune. Alors, pour nous, côté spatial, c'est important, mais on espère de tirer de ces services qu'on va développer sur la Lune, on puisse en retirer aussi des éléments de l'inspiration pour développer des services plus efficaces pour les territoires sur la Terre. On a un service Next qui s'occupe de la réflexion sur une ambition à 5 ans du développement des marchés et des technologies. Et surtout, donc, dans notre programme Connect by CNES, on a plusieurs thématiciens dont la charge est un peu de retrouver, d'aller chercher les besoins, notamment les besoins des territoires, et d'essayer, au travers de l'expertise CNES, de trouver les axes de réponse à vos besoins. Donc, on s'est structuré. Alors, on s'appuie sur la clinique spatiale de MEDES pour répondre sur les applications de santé, mais on a un laboratoire d'observation de la Terre, on a des outils de télécommunication gérés au laboratoire César, et on a une initiative qui travaille sur tout ce qui est positionnement précis. Sachez que pour le positionnement, on peut descendre jusqu'à 4 cm de précision au sol. Alors, pour faire, je suis un peu long, mais je vais essayer d'être un peu plus rapide sur les exemples qui seront pour certains développés après. Donc, pour la gestion des territoires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en observation de la Terre, on peut choisir la taille de la zone à observer en fonction des satellites qu'on utilise. On peut choisir aussi la précision des détails à observer. Donc, maintenant, pour le civil, on peut descendre jusqu'à 30 cm. Et donc, pointer un peu la localisation des régions des territoires qu'on va traiter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la taille de la zone et le détail ne sont pas tout à fait corrélés. Si on a beaucoup de détails, on n'aura pas une grande zone visible. Donc, les applications combinent un peu ces deux réflexions. Pour répondre à un besoin, il faut réfléchir un peu à quelle est la bonne taille de zone et quel est le bon détail à observer. Il y a un aspect temporel à retenir. Donc, on peut prendre des observations au jour le jour, au mois par mois. Quand vous suivez la pousse d'un céréal, vous n'avez pas besoin de le suivre toute l'année, juste peut-être dans la période du printemps et de l'été, et puis peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Mais il y a d'autres événements, peut-être liés à de la surveillance, à regarder des impacts d'une tempête, des choses comme ça, où il va y avoir des besoins de revisite rapide. Alors là, pour l'instant, nos systèmes qui sont plus orientés scientifiques ne permettent pas ce type de revisite rapide, qui sont importantes pour vous, territoire. Sachez qu'il y a beaucoup d'acteurs d'infrastructures orbitales qui réfléchissent, qui veulent proposer des solutions de revisite beaucoup plus rapides, et on travaille avec eux à les aider pour développer ces solutions. Il y a les aspects spectraux. Donc, le spatial permet d'observer énormément de choses, et donc en fonction des longueurs d'onde qu'on va acquérir par le capteur spatial, on peut voir tout un tas de choses différentes, donc avec du noir et blanc, de l'image en couleur, de l'infrarouge pour, par exemple, faire ressortir la végétation, de l'infrarouge thermique pour essayer de commencer à voir les zones de chaleur. Et donc, on peut analyser tous les objets tout ce qu'il y a sur notre planète en fonction de leur longueur d'onde. Donc, c'est les trois paramètres qu'il faut retenir pour travailler un peu sur le spatial. Très, très rapidement, quelques exemples de résultats. Donc, par exemple, on peut ressortir l'analyse de la végétation dans une ville. Donc, on arrive à sortir en fonction de la longueur d'onde les végétations. Avec une certaine précision de résolution, on peut les isoler. On peut même maintenant commencer à les compter en travaillant un petit peu dessus. Et donc, en fonction de la résolution, on va avoir de plus en plus d'informations sur cette végétation. On travaille notamment actuellement à essayer de définir la hauteur des végétations pour calculer des indices de canopée, des choses comme ça. On peut, pour moi, illustrer l'acquisition avec un vecteur, avec des revisites des informations. Avec le satellite Sentinelle-2, vous avez là qui défile l'évolution en 2017 de la santé, du stress hydrique sur la végétation dans Paris. Donc, vous voyez que ça apporte quand même beaucoup d'informations.
On a d'autres capteurs qui permettent notamment avec les radars de faire ce qu'on appelle, un mot un peu compliqué, l'interférométrie radar, ou qu'on résume en INSAR. Et donc, vous voyez les petits points verts sur la photo, c'est des petits points qui réagissent au radar et qu'on sait relativement stable en localisation au sol, en position au sol. Et on peut voir sur le petit graphique au-dessus que régulièrement, en mesurant la hauteur de ces points avec des radars, on arrive à déterminer un peu leur hauteur par rapport au sol. Et l'échelle que vous avez entre 5 et moins 5, on parle là en millimètres. Donc, vous voyez que cette technologie permet notamment pour le Grand Paris, de suivre les impacts des percements de tunnels sur la stabilité des bâtiments qui sont en surface. Un autre exemple, donc peut-être un des plus importants, c'est qu'en mélangeant un petit peu, en travaillant sur le spectre des informations qu'on reçoit, on peut maintenant, avec de l'IA, des choses comme ça, déterminer l'occupation des sols, savoir si un sol est végétalisé ou… Excuse-moi Eric excuse-moi, c'est Frédéric Brotard, Eric, mais en fait on n'a pas toujours le slide Wheel of Fortune. Ah bon? Il doit être le slide, je ne sais pas, 3 ou 4. Alors, je te remercie de me prévenir. Ça veut dire que j'ai eu un petit problème. Donc, laissez-moi peut-être quelques secondes. Ça va retarder un peu tout ça. C'est celui-là dont j'ai besoin. Je relance la deuxième partie. Hop. Hop. Là, vous voyez la gestion des territoires. J'ai entendu un petit oui, donc je suppose que c'est… Oui. Alors, hop, maintenant, il faut qu'elle avance. Je vais repasser rapidement les transparents dont j'ai parlé. Donc, la vision spatiale, vous voyez à côté les exemples, la gestion des zones, la gestion des détails, qui est importante. Au niveau temporel, des exemples de vision jour par jour ou des visions mois par mois, et puis en fonction de l'heure de prise de vue. L'aspect spectral, donc là, qui est quand même un point important, là je reste un peu plus longtemps pour vous montrer, donc sur le proche infrarouge, faire ressortir la végétation, sur l'infrarouge thermique, voir les impacts de la température sur une ville, la température au sol, et vous voyez en bas le travail sur le spectre. Au niveau des exemples, donc voici l'exemple sur la végétation. Donc on extrait notamment avec du Pléiade ou du Pléiade Néo des informations qui, en fonction de la fréquence qu'on va extraire de l'image, fait ressortir la végétation, donc les arbres ou les herbacées, tout ce qui est herbe, gazon, tout ça. Et puis maintenant, on va un peu plus loin dans l'estimation de la hauteur du végétal. La petite animation qui vous montre le stress hydrique sur Paris, là, prise en 2017 ou 2018, je ne sais plus trop. Et maintenant, alors le mouvement du terrain, donc là peut-être je passe à plus d'informations. Donc vous voyez les petits points verts sur la photo, donc ce sont les points qui réagissent au radar et qui réagissent et qui sont suffisamment stables qu'on arrive à déterminer avec le radar. Et au-dessus, vous avez l'évolution de la hauteur du point qui est entouré en bleu, donc comme je vous le disais en millimètres. Donc, je ne sais pas plus. Voici l'exemple d'occupation du sol. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le CESBio, qui est un laboratoire lié au CNES, sort cette occupation de manière annuelle sur toute la France. Mais on peut bien sûr faire des zooms en fonction des besoins sur des régions. Par exemple, vous avez en bas l'occupation des sols sur la Guadeloupe, où on arrive à discriminer canne à sucre, bananeraies, champs de café, etc. Le spatial, donc avec cet aspect de revisite, peut voir une évolution de chantier, mais peut voir aussi, par exemple, donc, avec une bonne revisite, les passages, le parking sur un nombre de voitures sur un parking, des choses comme ça, et on arrive à trouver beaucoup d'informations dedans.
Je vais vous parler un petit peu d'hydrologie, donc ça sera décrit un peu plus tard. Donc en hydrologie, on peut aller jusqu'à estimer les impacts d'une inondation sur les territoires agricoles. Et là, vous avez un exemple sur l'estimation des espaces de vignes endommagés par une inondation. Et de la même manière, en allant un peu plus loin, en utilisant de l'intelligence artificielle, on peut aller voir jusqu'aux embâcles, aux troncs d'arbres et autres, au travers de la rivière. Sachez que cette techno est aussi utilisée maintenant par plusieurs entreprises pour faire de la détection de déchets, de déchetterie illégale dans vos territoires. Et puis voilà, je vais passer maintenant la main au suivant, sachant que je m'excuse d'avoir pris un peu de temps et d'avoir eu ce problème de présentation. Hélène? Ce sera Frédéric Bretard qui va présenter donc le Space for Climate Observatory, le SCO, qui est un programme particulièrement adapté aux problématiques traitées par France Ville Durable. C'est l'adaptation au changement climatique et comment le spatial peut y aider. Frédéric? Oui, bonjour. Bonjour. Bien. Bien, alors je suis Frédéric Bretard, je suis le responsable du programme Observatoire spatial du climat, que je vais vous décrire comme initiative internationale et déclinaison française. Alors, j'attends les slides. Le plein écran ne fonctionne pas. Une seconde. OK. Eh bien, sinon, un petit écran. OK. Bah, écoute, on va faire avec ça. Alors, on y va. Eh bien, écoute, on peut passer au slide, voilà, slide suivant, et puis j'y vais. Bien, donc, le SCO, Observatoire spatial du climat, Anne-Marie, tu es allé un petit peu trop vite. Observatoire spatial du climat, alors on l'appelle SCO pour sa déclinaison anglaise, qui est le Space for Climate Observatory, comme vous voyez sur le logo. C'est une initiative internationale qui a été proposée par le CNES en 2017. Elle a concrètement pris forme en 2019, septembre 2019, je vous dirai comment. Et elle a pour ambition d'exploiter tout le potentiel des données d'observation de la Terre pour étudier et s'adapter aux impacts du changement climatique. Donc, j'ai vu le logo SCO apparaître dans une des slides d'Éric Brel dans le cadre de Connect. Effectivement, ce qui a trait au climat, finalement, passe souvent par des projets SCO. Voilà. Alors, vous savez, il y a 1000 manières de convier la technologie au service. L'image est trop grande, dézoomer. Ah, donc là, il y a quand même des petits soucis. Je ne sais pas si tu peux régler ça, Dorian. Après, bon, il y a assez peu d'informations sur les slides, mais malgré tout. Voilà, donc il y a plein de manières de convier la technologie au service de cette ambition qui est donc étudier les impacts du changement climatique à cette échelle locale. Mais vous le savez, et nous-mêmes, CNES, on le sait, que la grande difficulté, c'est de faire se rencontrer ceux qui ont des idées, qui traitent la technologie, les scientifiques, les ingénieurs, et puis ceux qui ont des réels besoins. On l'a déjà évoqué en introduction. Alors finalement, avec le SCO, je vous disais, à partir de 2019, on a construit un écrin, une sorte de chaudron qui va permettre cette rencontre, on l'espère. En tout cas, on met tous les ingrédients pour. Et le SCO a été construit comme un espace de partage entre des projets, dans lesquels sont impliqués des scientifiques, des ingénieurs, des fournisseurs de services comme des entreprises, et puis la société civile, c'est-à-dire les utilisateurs, qui peuvent d'ailleurs être des entreprises comme utilisateurs intermédiaires. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans le SCO. Alors, attends, on va le faire juste. Bon, OK. Donc, on est d'accord que
via des données satellites par téra-octets qui sont directement connectés sur des serveurs, les serveurs européens comme Copernicus. Donc, toute cette disponibilité de données satellites, on a également la maturité des algorithmes qui sont issus de la recherche, très important, et bien entendu la nécessaire coopération institutionnelle, alors internationale, mais également entre toutes les entités françaises, pour le cas qui nous intéresse. Et puis, quand on met tout cela, quand on croise tout cela avec les réalités du changement climatique, tout cela fait qu'il y a des solutions qui émergent pour une multiplicité d'applications. On est toujours dans le spectre des impacts du changement climatique et de l'adaptation des territoires. Alors, de manière la technique, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle construit des systèmes qui vont décoder le passé, des systèmes et des algorithmes qui vont expliquer le présent des changements, ce que l'on peut regarder, ce que l'on peut observer, et puis on veut également potentiellement voir les trajectoires que vont prendre nos territoires à l'orée de ces changements du climat. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'on a depuis plusieurs années des séries temporelles de données satellites, des réseaux de capteurs, des données locales qui sont sur des serveurs que l'on exploite plus ou moins. Mais finalement, ce que l'on souhaite, c'est décoder le passé. Et décoder le passé, c'est quoi? C'est bien trouver des signatures, ces signatures physiques dans les données satellites qui vont décrire notre environnement. Ces images, ces données-là, on les met en entrée d'algorithmes. Et puis, on va aller y chercher des régularités pour mesurer tel ou tel phénomène. On va créer des catalogues, donc des bases de données. Et puis, dans un dernier temps, on va modéliser le passé pour mieux connaître le présent et prédire éventuellement un avenir. Voilà. Donc, vous l'avez dans ce slide-là, le SCO, c'est un réseau, c'est un réseau international qui se décline sous forme de projet. Alors, la structuration des projets, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on met a priori pour une durée de 2 ans, on va labelliser des projets, j'y reviendrai, des ingénieurs, des scientifiques, des entreprises et puis des utilisateurs finaux. On reviendra sur quelques chiffres, mais aujourd'hui, il y a une 50aine de projets dans le portefeuille. Le but ultime, c'est de créer des applications. Frédéric, tu as le même problème. Pardon. Enfin, il faudrait passer sûrement à la slide suivante. Il y a sûrement le même problème qu'Éric tout à l'heure. Tu es toujours sur la même slide. Voilà. Oui, d'accord. Oui, mais j'en finis. Je finis là-dessus. OK. Voilà, donc le but ultime est bien de créer des applications opérationnelles utilisables par des personnes qui ne sont pas scientifiques et qui sont des décideurs locaux. Voilà, alors on peut passer à l'autre slide. Bon. Donc le SCO, c'est ce réseau international qui a trouvé sa place parmi de nombreuses organisations qui traitent du climat. Et ça, c'est avant tout pour 3 raisons. C'est la descente d'échelle et l'aspect local des solutions, puisque dans le monde du satellite, on traite plutôt les choses de manière globale, avec des grands acteurs comme l'ESA et ses grands programmes. La deuxième raison, c'est que l'implication l'implication forte des utilisateurs dans la conception des produits. Donc, on verra tout à l'heure dans la présentation très concrète des projets que le dialogue prescripteur-utilisateur est très important et au cœur de la philosophie du SCO. Et troisièmement, le croisement de plusieurs types de données et pas uniquement du satellite pour tirer la meilleure richesse de chacune de ces types de données. Bien, et donc on va mesurer tout le succès du SCO à l'international et donc bien sûr en France à l'attrait de toutes ces entités à participer à la charte internationale. Donc en fait, tout le monde peut participer, peut signer cette charte internationale, des instituts publics, des agences spatiales, des organisations internationales et également des entreprises. Voilà, donc on peut avancer.
Voilà, très bien. Alors, vous voyez, c'est peut-être un peu petit, mais ça, c'est une cartographie de tous les projets que l'on a aujourd'hui dans notre portefeuille. Alors, beaucoup proviennent du mécanisme du SCO France, c'est très dynamique. Il y a pour 57 projets en tout, une bonne cinquantaine qui proviennent de la France, alors pas uniquement sur le territoire métropolitain. Alors ça, c'est surtout grâce à l'implication des chercheurs qui peuvent être localisés, vous voyez, à Madagascar, dans le sud-est asiatique ou bien en Amérique du Sud, et qui travaillent de manière très proche avec les autorités locales, les gouvernements locaux, les ONG. Et ça nous permet de faire remonter des problématiques et donc assez très prégnantes pour ces pays-là, mais également d'avoir cette implication très scientifique des solutions. Donc, vous voyez, on a des projets un peu partout dans le monde. Alors, les thématiques sont très variées également. Nos appels à projets ne sont pas du tout thématisés. Alors, c'est à dessein puisque bien les changements climatiques touchent à peu près tout. Alors, vous voyez, il y a des problématiques d'agriculture, des problématiques de sauvegarde et de monitoring de la biodiversité, du monitoring de carbone. Alors, on a quelques projets qui regardent les zones côtières, l'érosion des zones côtières et la manière également dont on va pouvoir estimer les impacts de submersion marine, des projets qui regardent les événements météorologiques extrêmes, mais également les réponses que l'on va pouvoir donner à ces événements, ces événements météorologiques extrêmes. Les forêts également sont étudiées avec je ne sais pas si on a prévu de le présenter, je ne me souviens plus, un projet donc emblématique qui s'appelle Tropisco, qui est complètement en ligne et qui cartographie en temps réel en fait les modifications de la forêt sur la forêt tropicale. Bien sûr, les zones urbaines, on va avoir quelques exemples tout à l'heure, et puis on a beaucoup de projets sur la problématique de la gestion de la ressource en eau, alors aussi bien de type inondation que type optimisation pour l'agriculture. Voilà, on peut passer à l'autre slide. Ouais, il est bloqué aussi. Voilà. Alors, sur le SCO France, on a un très fort réseau. Le SCO, en fait, il a 3 ans et il y a une dynamique très forte, comme je vous le disais. Aujourd'hui, il y a 263 structures qui gravitent autour du SCO, des projets SCO. Alors, on a, vous voyez, des agences spatiales, on a des ONG ou des associations, il y a des organisations internationales comme Copernicus, c'est le fameux programme européen qui fournit des données et un certain nombre de produits dérivés de ces données satellites Sentinelle. Alors, on a beaucoup d'entreprises également. En moyenne, on en a une par projet. Alors, vous voyez de tout type d'entreprises, des startups, des petites, des plus grandes. Alors, ça, c'est très important pour nous puisque eh bien, une partie des projets dans lesquels des entreprises sont impliquées sont opérateurs. Et on va avoir quelques exemples tout à l'heure. Après, les entreprises peuvent avoir également ce rôle de développement d'une brique technologique. Voilà, c'était complètement dans la philosophie du SCO, en tout cas dans sa déclinaison française, de nourrir l'écosystème français privé de la donnée satellitaire au service du climat. Alors, des établissements publics de type Office français pour la biodiversité, ADEME, il y a le CNES, il y a l'IRD, le CNRS, tous les organismes de recherche et développement français également, et dont font partie les établissements scientifiques. Alors, dans un projet SCO, vous voyez que la science est très présente, et puis on le comprend, puisque c'est essentiellement du traitement de données auquel on va adjoindre ce lien utilisateur très fort. Alors, prochain slide. Alors, on est organisé sous forme d'appel à projet en France et c'est ouvert à l'Europe. Donc, c'est le 4e que l'on a ouvert début septembre et donc qui se termine vers le 15 novembre. Ça, c'est
l'outil très opérationnel d'émergence des projets du portefeuille SCO. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut que vous sachiez que tout est extrêmement bien décrit sur notre site internet. Je vous engage à aller jeter un œil. Alors, ce qui est important, ce que l'on demande en fait essentiellement pour les projets, c'est que les projets soient proposés par des consortiums. Un projet ne peut pas être porté par une seule entité. C'est essentiellement partenarial, cette démarche du SCO. Et nous avons, vous voyez, nous avons en gros un taux de sélection de 68% ces 3 dernières années. Et le lien utilisateur, le lien avec une entité territoriale est indispensable. S'il n'y a pas de lien avec un des territoires, eh bien, le projet ne peut pas être labellisé, puisque, et je sais que Thomas pourra le confirmer, on ne va pas pouvoir labelliser un projet d'entreprise uniquement, porté par une seule entreprise pour le développement d'un seul produit. On veut s'assurer qu'il y ait ce lien avec un décideur. Voilà. Alors, donc, peut-être que vous serez contacté par des entreprises et par des consortiums. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas à faire remonter des problématiques. Les problématiques peuvent remonter par Eric Brel, par Hélène. Et c'est tout notre intérêt du SCO, enfin de parler du SCO dans ce type d'instance, France Ville Durable, puisque l'idée est vraiment de se connecter de plus en plus, de connecter des solutions technologiques matures avec eh bien, des collectivités locales. Voilà. Bien, alors, je crois que j'ai terminé ma présentation. Juste un mot, parce que je crois que je ne l'ai pas mentionné, mais au niveau de la France, au niveau de la gouvernance, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais malgré tout, en fait, le SCO France, le SCO, ce n'est pas le CNES, ça c'est important. Par contre, nous sommes un comité interorganisme SCO France, donc comme je le disais, avec les organismes de recherche et développement français, typiquement l'IRD, le CEREMA, l'ADEME, on a également l'AFD, l'Agence pour le développement, l'Office français pour la biodiversité, le CHOM, l'IFREMER, l'ONF, et nous avons, voilà, vous voyez, toutes les thématiques qui sont représentées. Les projets sont regardés par un comité de labellisation dont font partie des experts de tous ces organismes. Voilà. Alors, Frédéric, on va passer peut-être à des exemples parce qu'il y a pas mal de retard qui a été pris. Si bien sûr. Ouais. Par contre, et je termine en vous invitant à suivre notre page LinkedIn, également notre newsletter et notre site internet qui est très dynamique. Merci beaucoup. Merci. Et donc là, nous allons passer donc à ce que fait le SCO concrètement et comment il travaille avec des territoires, des acteurs à la fois privés, publics, avec 4 exemples qui ont été choisis par France Ville Durable qui illustrent des problématiques complètement d'actualité pour votre communauté. Et donc, on va commencer par Vincent Lonjou, qui va nous parler donc d'adaptation urbaine, d'informations utiles à la gestion des villes. Bonjour, tu passes les slides du coup d'Oriente, c'est ça, j'ai rien à faire. Parfait, donc moi je suis Vincent Lonjou, je travaille au laboratoire d'observation de la Terre du CNES, donc on est quelque part le bras armé de Connect by CNES, et je vais vous présenter 4 projets du SCO. Alors certains sont à des niveaux d'avancement différents, certains sont terminés ou quasi terminés, d'autres sont en cours ou à venir, et donc je vous propose qu'on commence tout de suite par le projet SAT-LCZ, qui est un des premiers projets SCO, première génération de projets SCO, et qui a été conduit par le CEREMA et Airbus. Alors de mon côté, les transparents n'arrivent pas, ça y est, parfait. Donc il s'agit de classer en fait les quartiers de la ville à partir d'images satellites en zone climatique locale. Personnellement, je vois le slide 8, Dorian, il faudrait que tu reviennes. Des lits monstrueux, mais ça arrive. Parfait, super, merci beaucoup.
Donc l'idée, c'est de classer la ville en zone climatique locale. Donc, comme on peut le voir là sur cet exemple sur l'île, à partir d'images optiques, on peut remonter finalement à des typologies de quartiers et à caractériser leur réponse finalement à la surchauffe urbaine et leur contribution à la surchauffe urbaine. Donc, ce que vous pouvez voir là, dans cette échelle qui est visible sur la droite assez simplement, c'est que plus le quartier est en rouge foncé, plus il contribue à la mise en place de l'effet d'îlot de chaleur urbain, et plus on est vert ou clair, par exemple avec la présence de végétation, et moins on contribue. Donc ça, c'est un outil aujourd'hui qui est mis en place par le CEREMA sur la base d'images qui viennent d'Airbus. Et c'est un outil, je pense, qui est, on peut le dire, opérationnel. J'ai vu qu'il y avait des gens du CEREMA dans l'Assemblée. Donc, si sur votre territoire, vous souhaitez quelque part un premier diagnostic par rapport à l'effet d'îlot de chaleur urbain, la sensibilité et l'organisation de votre tissu urbain au regard de ce phénomène-là, il y a des outils déjà opérationnels qui ont été développés un peu plus grâce au projet SCO qui existent. Voilà. Le deuxième projet, le projet Thermocity. Donc, comme vous avez pu voir là, l'idée, c'est juste de partir du tissu urbain pour arriver à une sensibilité. Dans le cadre du projet Thermocity, on va faire autre chose, c'est qu'on va mesurer directement la température. Ça a été expliqué au début de l'introduction par Eric. On peut mesurer avec les satellites la température de surface. Donc là, l'idée, c'est d'exploiter cette information de température de surface pour en déduire des indicateurs pour les villes. On a adjoint à ça de la simulation de climat urbain. L'idée étant de confronter un petit peu la mesure directe de ce que nous disent les meilleurs modèles, on va dire, de climatologie à l'échelle urbaine. Et dans ce projet-là, donc il y a l'ONERA qui est spécialiste du traitement de la donnée thermique, Météo France pour l'aspect simulation de climat urbain, et le CSTB qui nous a beaucoup conseillé sur justement le bâti et son impact sur le climat urbain. On s'est focalisé sur 5 zones en France. Alors pourquoi ces zones-là? Bon, mais c'est des villes assez emblématiques, bien sûr françaises, et il se trouve que c'est des villes avec qui on était en discussion, le CNES, via Connect by CNES. Donc on a choisi ces villes-là, et l'idée c'est qu'à la fin du projet, on publie ce qu'on a fait, les méthodes et les résultats, de manière à ce que ce soit potentiellement transposable ailleurs, et éventuellement par des porteurs privés. Voilà, alors transparent suivant, s'il te plaît, Dorian. La première chose qu'on a fait, c'est qu'avec ce réseau de villes, on les a interrogés pour essayer de comprendre par rapport à cette problématique de la thermique en ville, quels étaient les grands sujets qu'ils souhaitaient qu'on traite. Alors, il y a 3 axes qui sont sortis. Alors, le premier, qui est un peu transverse, mais qui est complètement relié à l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est tout ce qui est évolution, tableau de bord, quelque part, de l'évolution d'imperméabilité de l'artificialisation. Vous avez un exemple là sur Toulouse, où l'idée est de quantifier comment la ville bouge à grande échelle et d'avoir un outil de pilotage, quelque part. Ensuite, sont arrivés les problèmes des anomalies thermiques. Donc là, on est plus sur une problématique de fluide thermique en hiver. Et ensuite, on en a parlé, le problème d'îlot de chaleur urbain et de la caractérisation, de la spatialisation de cet effet-là. Transparent suivant, s'il te plaît. Donc, premier exemple, les anomalies thermiques. Donc, on a, sur toutes les villes sélectionnées, on a pris des images en hiver, on les a retraitées, je ne peux pas détailler ça ici, ça serait un peu trop long. L'idée est d'arriver à ce qu'on peut faire de mieux quelque part en termes de mesure de température de surface depuis l'espace. Et on a fait un outil, d'une part, de détection des points chauds et des points froids, et de contextualisation de ces points chauds et points froids. Alors, je dois mentionner une limitation majeure de l'imagerie spatiale dans le thermique, qui est la résolution spatiale. Aujourd'hui, ce qu'on fait de mieux en termes de résolution spatiale, donc de taille du pixel, d'éléments qu'on est capable de résoudre dans les images, c'est typiquement la centaine de mètres, un peu mieux, 70 mètres. Ce que ça veut dire, d'un point de vue des gestionnaires de territoire qui sont dans l'audience, c'est que le bâti individuel, aujourd'hui, depuis l'espace, il n'est pas accessible. Voilà, faut être clair avec ça. On n'est pas capable de caractériser une fuite thermique sur une maison individuelle. Par contre, à l'échelle de grands ensembles, comme vous voyez sur Toulouse, on arrive vraiment à trouver où se trouvent des points chauds, mais plus à l'échelle, on va dire, du tertiaire. Et donc aujourd'hui, on a un outil qui prend une image et qui sort une cartographie des points chauds avec en face, quelque part, l'identité qui est publiquement disponible dans OpenStreetMap, qui permet d'aller assez rapidement à l'identification des sources de déperdition thermique.
Je continue avec l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, si tu peux changer de transparence, s'il te plaît, Dorian. Donc là, on est allé donc plutôt travailler sur des images thermiques, donc température de surface de jour et de nuit en été. Alors la journée, quelque part, on caractérise un peu l'inertie thermique de la ville, et là où la chaleur se stocke quelque part. Donc c'est un peu les causes. Et pendant la nuit, même si c'est la température de surface qu'on mesure et pas la température de l'air, ce qui est une nuance qu'il est important de faire, on arrive à finalement voir comment l'inertie thermique rayonne, transmet de la chaleur à l'air et s'étale au niveau de la ville pour un peu spatialiser cet effet. Alors, on a fait des traitements à différentes échelles parce qu'on s'est aperçu qu'en fonction des métropoles, les besoins n'étaient pas les mêmes. Donc, on a mis des outils qui, quelque part, font des diagnostics multi-échelles de la métropole à l'IRIS. Vous allez comprendre, l'IRIS, donc c'est cette échelle spatiale utilisée par l'INSEE, donc qui va nous être bien utile pour faire ensuite des diagnostics socio-économiques, et également à l'échelle de quartier un peu quelconque, parce que dans le cas de Montpellier, ils avaient eu des opérations de réaménagement, donc ils nous ont demandé d'évaluer les températures dans ces différents quartiers. Donc aujourd'hui, voilà, on a des outils qui permettent de passer d'une image thermique à un diagnostic plus localisé sur différentes échelles, pour en faire une interprétation. Alors, on vous propose une interprétation juste après. On arrive à ce niveau-là maintenant dans le projet, c'est de faire des indicateurs socio-économiques où on va coupler quelque part l'exposition au risque, donc en prenant comme hypothèse que la température de surface traduit l'exposition à la chaleur. On peut également dire, par exemple, que l'absence de végétation est un problème si on veut circuler en ville ou si on veut aller se rafraîchir. Ensuite, on peut coupler ça avec la sensibilité en pondérant plus fortement, par exemple, les classes jeunes ou personnes âgées qui sont plus sensibles à la chaleur, et également en introduisant un paramètre sur la capacité d'adaptation. Alors, cette cuisine-là, je dirais, elle a été mise en place aux États-Unis côté NASA, mais je pense que c'est quelque chose qui est complètement customisable. C'est-à-dire qu'on a fait ça pour montrer quelque part qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'en fonction de la problématique de la ville, des données in situ, c'est quelque part là, on a pris des données INSEE, mais il est tout à fait possible que certains territoires aient des données bien plus précises, bien plus adaptées à leur territoire. On peut les coupler entre elles et arriver à ce type d'indicateur spatialisé qui est un indice de vulnérabilité à la chaleur. Voilà pour Thermocity, donc ce projet il est en train de se terminer. Il devrait être fini d'ici la fin de l'année. Pardon, excusez-moi, il y a un dernier volet que je n'ai pas développé, c'est l'aspect simulation de climat urbain. Alors pourquoi c'est intéressant la simulation? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, c'est ce qui va se passer demain. Par définition, vu que ce n'est pas encore arrivé, on n'a pas d'autre choix que de le simuler. Donc on a inclus dans ce projet-là, pour essayer de se projeter dans l'avenir, des simulations de climat, où là on va cette fois simuler l'effet d'îlot de chaleur urbain, et on a essayé de simuler deux choses qui nous paraissaient intéressantes dans le futur. La première, c'est un réaménagement massif de la ville pour comprendre quel va être l'effet sur le climat urbain. Alors on sait qu'une des grandes choses pour parer cet effet, c'est la revégétalisation. Donc on va faire ça sur Strasbourg. Et une autre piste qu'on a suivie, c'est de simuler dans des climats futurs assez différents pour comprendre quel allait être l'impact en termes de température auquel va être soumise la population à l'intérieur des villes. Voilà. Donc ça, c'est en cours, sorti donc d'ici la fin de l'année. Et je termine avec deux projets rapidement qui sont en train de démarrer ou déjà en cours. Le premier, c'est le projet Green Urban Sat. Donc une fois de plus, je rappelle que la végétation et la revégétalisation en ville, c'est un des grands axes d'évolution de la ville pour parer ce problème d'effet d'îlot de chaleur urbain. Alors ce projet va même un peu au-delà finalement. L'étude de la végétation en ville pour le climat, il va jusqu'à décrire quelque part les services, on appelle ça écosystémiques, donc c'est tout ce à quoi sert la végétation finalement à l'échelle de la ville. Et donc ça peut être par exemple du confort humain, un aspect culturel, un aspect historique, un aspect biodiversité. Et donc ce projet-là, il est porté par donc il va être appliqué en particulier sur Nancy et si possible sur Strasbourg, je pense. Il est porté par le CEREMA, Terranis et A2S, donc ça a vraiment vocation à devenir un service opérationnel d'ici, je dirais, une paire d'années. C'est un projet qui est déjà en cours. Et je termine sur un projet qui vient de démarrer, qui s'appelle SAT4BDNB, donc ça veut dire les satellites pour la base de données nationale des bâtiments. Donc on a vu tout à l'heure la problématique de la résolution spatiale des images thermiques pour aller à l'échelle du bâti individuel. Donc là, l'idée, c'est d'approcher le problème différemment pour arriver à cette échelle du bâti individuel. Il se trouve que le CSTB, donc, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment,
possède et a mis d'ailleurs en libre disposition, je le précise, parce que ça peut intéresser les acteurs publics comme privés, une base de données nationale qui contient une carte d'identité de tous les bâtiments, ou quasiment tous les bâtiments privés, il y a 20 millions de bâtiments dedans, en accès libre, et on va adjoindre à cette carte d'identité une sensibilité à l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, on aura quelque part une information sur la performance énergétique, parce que les DPE, quand ils sont disponibles, sont dedans, on a l'âge du bâtiment, ainsi de suite, et on va accréter là-dessus. Trop dangereux. Pardon, Très bien. Donc, non, commercial et puis voilà. Frédéric, il y a ton micro qui est ouvert, donc tu entends des petits mots. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, Vincent, on t'entend et tu peux terminer. Oui, vas-y. Bon, parfait, excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que ce projet, il va pouvoir adjoindre à cette base de données nationale des bâtiments, donc à l'échelle du bâti individuel, plusieurs choses. Donc, une sensibilité à l'effet d'îlot de chaleur urbain. Alors, pourquoi est-ce qu'on est la CNES? Parce que il se trouve que dans la description de la sensibilité à l'îlot de chaleur urbain, il y a deux grandes données. Donc, l'albédo, ça c'est à la mode également, c'est quelque part, c'est la capacité du sol ou du sursol à réfléchir l'énergie solaire. Donc, c'est un des grands axes également d'évolution pour lutter contre ces phénomènes-là. Typiquement, c'est peindre les toits en blanc. Et la végétation, ça, on peut le déterminer à partir de données satellites. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc, ils vont déterminer cet indice de sensibilité à l'ECU à partir des données spatiales, et ils vont également aller jusqu'à un critère d'évolution et de coût de la rénovation associée à voilà, une rénovation du bâti. Donc ça, c'est un projet qui démarre, porté essentiellement par CSTB. Il y a une contribution du CSBio pour tout ce qui est détermination de l'albédo, et ça devrait être donc tout à fait opérationnel avec la base de données mise à jour d'ici 2024. Voilà, je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Vincent. On va donc passer cette fois à la problématique érosion et submersion côtière avec donc CLS qui va nous présenter Lithoscope. Merci Hélène, bonjour à tous. Donc, je suis Claire Dufaux. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités à venir parler de Lithoscope ce matin dans la matinale. Je travaille dans l'entreprise CLS, qui est une filiale du CNES depuis plus de 35 ans et de la CNP. CLS, nous sommes en fait des pionniers de la surveillance et de l'observation de la Terre par satellite. Et plus particulièrement par rapport à ce projet Lithoscope, je représente en fait l'unité environnement et climat, dans laquelle je suis responsable d'une équipe projet applicatif océan et côtier qui vise à développer des services pour les territoires côtiers face aux aléas qui viennent de la mer. Donc, Lithoscope, c'est effectivement l'apport des satellites par rapport à ces problématiques d'évaluation des risques de submersion côtière future face à la montée du niveau marin des mers. C'est d'abord un projet qui a été financé par le CNES dans le cadre du SCO. Donc, de septembre 2020 à septembre 2021, on a fait partie du premier millésime des projets SCO présentés par Frédéric. Donc, le projet a visé à développer une méthode qui cartographie ces risques, ces futurs risques de submersion côtière et pas d'érosion. Ça a été mentionné dans le premier agenda, mais vraiment, le projet traite de submersion côtière sur 2 territoires de démonstration en France métropolitaine, des territoires littoraux, bien sûr, qui étaient déjà étudiés afin de valider l'approche de la méthode qu'on proposait. Et ça a abouti à la création d'un outil de diffusion auprès des territoires, des cartographies pour avoir un accès simple et ergonomique via une interface en ligne. Donc, en 2 mots, la méthode, c'est une méthode qui se veut réplicable grâce aux satellites parce que du coup, on veut qu'elle réponde aux besoins de tous les littoraux de la planète qui sont peu ou pas étudiés. Donc, pour cela, vous pouvez aller à la slide suivante. On associe la capacité des altimètres spatiaux à observer le niveau moyen des mers, enfin pas le niveau moyen, le niveau des mers depuis les années 90 et qui participe du coup à la compréhension de l'impact du changement climatique sur les océans et qui donne une information sur cette élévation et cette tendance. Et on l'associe avec l'imagerie optique très haute résolution, en particulier ici les acquisitions Pléiades, afin de décrire et de caractériser le territoire littoral en termes de hauteur. Donc, calculer des modèles numériques de terrain qui permettent d'évaluer l'impact en comparant les 2 hauteurs, celle de la mer et celle de la terre, l'impact à terme en se projetant à des échéances temporelles multiples. En effet, donc pour la slide suivante, on a caractérisé 24 scénarios futurs
de submersion marine en considérant 3 niveaux et tendances de montée du niveau marin. Donc, tout d'abord, l'observation satellite que je vous ai présentée précédemment, mais également en prenant en compte 2 scénarios du GIEC, le scénario optimiste et le scénario pessimiste, parce que l'on sait que ce sont également en se projetant grâce à ces scénarios-là que les territoires peuvent prendre des décisions, même si aujourd'hui, il faut croiser ça avec les enjeux et affiner les ADA localement. On a croisé ça avec 4 niveaux d'échéance, donc de 2030 à 2100, et on a également apporté la connaissance et l'information sur l'effet des tempêtes décennales sur les scénarios et les zones littorales. Donc, je vais… ah oui, et avant de passer à la démonstration, je vais vous faire une démonstration de l'outil. Vous pouvez aller à la slide suivante. Pour chaque scénario précédemment présenté, on est allé jusqu'à l'estimation du risque en croisant les aléas avec les enjeux des 2 territoires étudiés, ces enjeux étant donc de plusieurs natures. Donc, on a travaillé sur l'enjeu humain, l'enjeu socio-économique, l'enjeu environnemental et également l'enjeu patrimonial. Et on a également combiné l'ensemble de ces enjeux pour faire un indicateur global. Donc, si vous le permettez, je vais tenter un partage d'écran et j'espère que le réseau sera assez bon pour vous faire cette démonstration. Alors, vous me direz quand vous voyez mon écran, vous devez voir Ça y est, Litoscope. on le voit, là, c'est bon. Donc, en fait, on accède à l'interface par une page d'accès qui est authentifiée. Ça a été un souhait des territoires avec lesquels on a construit cet outil. C'est tout à fait modifiable, ainsi que la page d'accueil sur des services futurs pour les nouveaux territoires. Donc, on se connecte. Donc, on arrive sur une première carte, ça met un peu de temps. Est-ce que vous voyez la carte France apparaître? Oui, on la voit. Okay. Donc, on peut modifier, premier type d'action, on peut modifier les fonds de carte, rajouter des grilles, rajouter une échelle, par exemple. Et ensuite, on peut accéder, donc c'est parce qu'on souhaitait faire la démonstration sur les 2 territoires, mais après, ça pourrait être que pour un seul territoire. On n'est pas obligé de mettre 2 territoires ou plusieurs territoires sur le même outil. Donc, on clique sur une des zones d'études et on accède à une première cartographie. On va essayer d'accélérer. J'ai essayé de charger avant. Oui, c'est pas mieux. Allez, si, voilà. On accède à une première cartographie qui est par défaut proposée, qui explique, donc c'est un des 24 scénarios que je vous ai présentés précédemment, et avec un onglet qui explique en fait la méthode de calcul et comment ce scénario et cette cartographie a été obtenu. On peut faire partir la partie explicative et puis aller dans un menu. Donc on peut, alors avant de faire ça, on va épingler le menu. On ne s'en met pas tout le temps. Hop. Voilà. On va pouvoir parcourir l'ensemble des scénarios. Donc, on va zoomer aussi pour avoir un peu plus de précision. Là, c'est des pixels hexagonaux qui permettent, donc, quand on zoome, de s'adapter à la… J'espère que mon discours suit ce que vous voyez à l'écran. Je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, Si, non, mais ça marche. C'est bon. Ok, parfait. Donc là, par exemple, j'ai très zoomé sur une zone côtière. Donc ça, c'est pour l'année 2030. On peut faire donc varier les échéances, soit en déplaçant avec ce curseur ou directement en prenant la petite boule là et en la menant. Donc par exemple ici, sur l'échéance 2100, on est sur un scénario qui prend en compte l'observation satellite de la tendance d'élévation du niveau moyen des mers. On peut modifier cela en choisissant le scénario du GIEC le plus optimiste. On peut passer au plus pessimiste, pardon. On peut également choisir, donc ça c'est la submersion totale liée à l'effet combiné tempête décennale et montée long terme du niveau des mers. On peut également regarder uniquement la partie long terme du niveau des mers, donc sans l'effet d'une tempête, donc qui génère une surcote. Voilà, et on peut accéder aux enjeux en cliquant sur, je vais dézoomer un petit peu parce que là on est un peu, voilà, en cliquant sur les différents risques, donc humains, socio-économiques. Hop, là il faut changer. Alors, on peut accéder, l'utilisateur peut changer les palettes
Il peut adapter également, donc on va laisser la chaîne se charger, il peut adapter le niveau de minima extrema, il peut travailler sur la transparence aussi de la représentation sur sa carte. Et il peut également visualiser, donc si on zoome un petit peu, on va sortir. Claire, si ça te va, comme le temps file, il y a encore 2 autres projets à présenter. Si tu peux, voilà, peut-être. Non, mais on voit la puissance. Non, mais j'ai terminé. Donc, c'est pour montrer qu'on peut passer sur les pixels et on voit ici en bas de la palette, par exemple, la hauteur d'eau apparaître en mètres. Voilà, il peut exporter des vues et puis nous contacter voilà, s'il a besoin d'informations. J'ai terminé. Si vous repartagez l'écran commun, vous verrez que ce service est aujourd'hui proposé. C'est un service commercial que CLS ouvre depuis quelques mois et donc propose et communique auprès des territoires. Donc, complètement à votre disposition pour en rediscuter si vous souhaitez plus ample détails. Je crois que dans la présentation, il y a des informations pour accéder à la brochure et avoir plus d'éléments. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup, Claire. Nous allons passer donc au 3e projet SCO qui a été sélectionné, qui s'adresse à l'adaptation des territoires aux événements hydrométéo extrêmes et notamment aux inondations importantes créant des ruissellements, des pertes de sol, etc. C'est le projet FLOAD avec Nancy Olivetto de SGEVT. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Merci, merci de m'accueillir. Merci au CNES et France Ville Durable. Donc, je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et ça serait bien d'avoir des questions. Donc, FLOAD, je vais vous parler du projet FLOAD, qui c'est un jeu des mots entre FLOAD pour l'inondation et AUDE pour les départements de l'Aude. Donc, c'est un projet SCO qui est né après un événement extrême des pluies très intenses, catastrophiques, en 2018 dans l'Aude. Donc, l'Aude s'est dirigé au CNES pour voir si les images satellites pouvaient faire face, aider à comprendre mieux les événements, les phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, mesurer les impacts et après, comment finalement passer à l'aide à la décision pour prendre des mesures opérationnelles dans les cas de ce type d'événements. Donc, le projet FLOAD, c'est un projet multidisciplinaire, en fait, avec des partenaires multiples, la DDTM 11, le CNES, Météo France, l'IRAE, l'Université Jean Jaurès et puis une société privée, nous, la SGEVT. Donc, les questions auxquelles on s'est confronté au début du démarrage du projet, c'était assez importante. En fait, on n'a pas répondu à toutes, mais est-ce qu'on peut évaluer l'impact aux inondations, mais à grande échelle, comment on peut mesurer l'impact à grande échelle? Quels sont les plus vulnérables des territoires confrontés aux événements hydrométéorologiques extrêmes? Après, quels sont les leviers d'action? Ça, c'est très important dans les projets FLOAD. Quels sont les leviers d'action pour limiter finalement l'écoulement des eaux des crues intenses et réduire donc la vulnérabilité du territoire? Et puis, comment sensibiliser les décideurs justement à l'impact des changements climatiques? Donc, nous avons travaillé avec des acteurs locaux. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec des acteurs locaux, la Chambre d'agriculture, le SMAR, les syndicats mixtes pour la gestion de l'eau. On a travaillé avec des experts hydrométéorologiques, avec Météo France beaucoup pour les projections de GIEC et pour étudier aussi les événements passés. Puis, avec nous, on a une expertise un peu ponctuelle, c'est qu'on est une équipe de schématiciens, mais aussi des avocats, des juristes, pour essayer de trouver, suite aux indicateurs qu'on va vous montrer, qu'on a développés, comment on peut l'intégrer dans des documents de planification ou environnement. En fait, des documents, que ce soit PCAET, PLU, SCOT, PPRI ou des documents de l'État.
Donc, on a créé suite à ces projets Flood, en fait, on est en train de... C'est en construction, une plateforme. Excuse-moi, Nancy, est-ce qu'il y a des diapos qui sont censés défiler ou pas? Oui, oui. Ah, Dorian, tu peux les faire défiler? Je vais partager, il n'y a pas de diapo, il y a la démo. Donc, il y a la démo après, d'accord. La démo, c'est ça. Je commence avec la démo maintenant, mais je voulais faire une petite introduction. Donc, je ne sais pas si vous... Non, c'est parfait, c'est parfait. C'est parce que des gens s'interrogeaient, mais vas-y, continue comme ça. Oui, donc je ne vais pas préparer les diapos, je préparais la démo. En fait, j'espère que ça va fonctionner parce qu'elle est fait démo. Donc, comme vous voyez, le projet Flood, c'est un portail où vous allez trouver plusieurs choses. Donc, des outils, c'est des indicateurs, des briques algorithmiques qu'utilise l'intelligence artificielle basée sur les satellites avec des données locales, que je vais vous montrer quelques exemples, des connaissances partagées, un moteur de recherche qui utilise l'intelligence artificielle et la sémantique pour essayer de lier un outil, un indicateur avec une règle ou une action, par exemple, d'une chambre d'agriculture pour savoir comment répondre, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec cet indicateur dans le cadre de la planification territoriale pour lutter contre le changement climatique, puis des guides de mise en œuvre pour mieux choisir les mesures incitatives ou correctives du territoire. Donc, comme vous voyez, à la question comment se positionne mon territoire face à la vulnérabilité, vous tapez, pour l'instant c'est dans l'Aude, vous tapez, je vais faire Carcassonne, et donc si tout va bien, ça s'affiche. Oh bon, super. On va arriver à une fiche de synthèse où, en quelques mots, on a... moi, comment je vais faire pour enlever en quelques mots, on a deux grands blocs. Un bloc qui nous parle de quels sont les enjeux de mon territoire, en fait, en cas de ruissellement intense, les territoires, quelles sont les zones sinistrables, potentiellement, on parle toujours de l'impact potentiel. Il ne faut pas oublier que c'est des modélisations, même si elles ont été validées on a fait des terrains avec les collectivités pour valider finalement ce qui est, ça me surprend toujours, ce qui est calculé automatiquement. Puis il y a une partie levier d'action pour répondre à ces événements, à cette zone sinistrable et vulnérable. Par exemple, on a travaillé... D'abord, je crois que ça a été dit, mais le CNES a travaillé sur l'impact, par exemple, les vignes endommagées. Il a travaillé sur les impacts. Et nous, on s'est dit, on est parti de la post-crise pour analyser comment on peut prévenir ces événements. En fait, finalement, c'est positionné dans la prévention, dans la pré-crise. Et donc, on a déterminé certains objets qui tous ont été... travailler en essayant d'utiliser l'observation de la Terre au maximum, en mixant l'observation de la Terre avec des données locales. Donc, on s'est dit qu'il y avait plusieurs leviers, les haies, l'orientation de culture par rapport à la pente, par exemple. Donc, ça, c'est télédétecté, l'orientation des cultures. On a utilisé l'occupation des sols avec l'OSO, qui est basé sur les satellites. Et donc, par exemple, pour vous montrer, vous savez, dans l'application, vous avez la possibilité d'aller directement vers l'outil, en fait, vers l'indicateur, même si ça, c'est la synthèse, vous visualisez une synthèse, donc en espérant que ça va. Et donc, vous savez, tous les territoires avec les haies, plus c'est des linéaires, ça, ce que vous observez, c'est des linéaires. Et plus la couleur est foncée, je vais essayer de mettre les niveaux potentiels d'efficacité est fort. Et quand vous cliquez sur la haie, vous savez les informations, c'est toujours difficile. Alors, j'essaie de... vous savez l'information sur les niveaux d'efficacité des haies contre le ruissellement intense. Comment elle se positionne par rapport à la pente, quel est finalement les rôles par rapport à son positionnement, les niveaux d'efficacité,
Puis, il y a beaucoup de critères qui ont été intégrés, je ne les cite pas tous, mais par exemple, les positionnements de la pente par rapport à sa positionnement dans les bassins versants, bon, plus haut son positionnement par rapport au sonnage IRIP qu'on a calculé. Comme vous voyez, il y a énormément de couches qu'on peut afficher pour comprendre pourquoi on dit que les haies sont plus ou moins efficaces. Si je reviens, je passe toujours par Nancy, dans 2-3 minutes, il faudrait que tu aies clôturé la démo, si possible. Bon. Donc, je passe aux surfaces agricoles vulnérables. Et bon, non, je ne voulais pas faire ça. Voilà, pour vous montrer oui, je n'ai pas dit une chose très importante. On s'est focalisé aux secteurs ruraux et périurbains. Donc, ce qu'on a justement travaillé, c'est des secteurs qui sont moins travaillés actuellement dans les documents d'urbanisme ou de planification pour trouver des leviers d'action. Donc, je vais passer, Hélène, je pense que tu penses aux leviers d'action. Tout à fait, oui. Oui. Donc ça, plus la parcelle, parce qu'on est à l'échelle de la parcelle enfoncée, plus l'espace agricole est vulnérable. Puis, j'ai affiché les orientations des cultures télédétectées en 2018. Donc, quand on clique, pareil, même principe, quand on clique sur l'orientation de la culture, on a les types de cultures, les rôles de cet espace, de cette parcelle, mais notamment de l'orientation par rapport au ruissellement intense, parce que ce qu'on cherchait, comme vous vous souvenez, c'est comment ralentir la vitesse de l'eau dans le cas d'un événement extrême. Donc, je reviens à la partie qui est finalement à la charge des juristes. Donc, on a des outils qui nous servent à, comme vous voyez, un petit écran pour aller vers des outils d'aide à la décision. Donc, si je vais au PLU, vous savez, des fiches actions, en fait, des fiches pour agir localement contre le ruissellement intense. Et donc, ça, c'est une courte fiche où on vous explique que peut-on faire le PLU concernant les haies, comment on peut les intégrer dans les documents de planification. Puis, on a des exemples concrets, par exemple, des PLU qui ont traité, il n'y en a pas beaucoup, mais qui ont traité l'intégration des haies, finalement, dans les cas d'un PLU, par rapport à la pente et l'efficacité par rapport à cette pente selon l'installation de la haie dans les territoires. Donc, il y a beaucoup des exemples, des bonnes pratiques grâce aux outils. En fait, grâce aux outils Foro, on pourrait transposer ce qui est dans l'indicateur avec des exemples qu'on vous donne grâce qu'on peut chercher. Je vais faire une recherche, Hélène, là, rapidement. Et aussi, on est allé bien plus loin parce que, je passe rapidement, on est allé bien plus loin parce qu'on donne des expérimentations qu'on vous propose, mais qui sont tout à fait dans les cadres réglementaires, parce que je trouve que c'est ça ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Dans l'introduction du ministère, on a dit qu'il faut agir tout de suite. Il y en a des possibilités qui sont données aux collectivités qui ne sont pas assez exploitées pour commencer à traduire dans la planification locale cette lutte contre les changements climatiques. Donc, je vais vous faire une démonstration de la recherche. Donc, par exemple, sur les haies, on pourrait aller on a une base de données assez importante. Et donc, on peut chercher, par exemple, ruissellement intense dans les espaces ruissellement, le coefficient de ruissellement. Et il y a énormément de données qui sont intégrées dans les documents. Et donc, il y a un exemple qui est assez intéressant d'un PLU qui a intégré des coefficients de ruissellement dans les espaces agricoles, hein, parce que là, on parle des espaces agricoles.
Donc, par exemple, avec le pays l'agglo des pays de l'histoire qui a intégré des cartographies concernant des coefficients de ruissellement pour des espaces agricoles, ou par exemple d'intégrer sur les espaces situés à la limite des zones agricoles des grandes cultures, créer des écrans végétaux de 5 mètres de large, par exemple. Donc, on vous donne pas mal des outils. Puis, si j'irais bien Nancy, il faut vraiment conclure. Excuse-moi, mais il faut vraiment conclure. J'ai eu beaucoup moins de temps prévu, je crois, non? Je ne pense pas, non. Bon, tu crois, j'ai parlé 10 minutes. Donc, simplement pour vous dire, vous avez un catalogue d'outils, des outils d'aide à la décision, d'observation, des synthèses, des données cartographiques et des récits cartographiques avec des outils des Météo France, plus de publications multiples et la possibilité de télécharger la donnée. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut télécharger la donnée. Non, il faut que je revienne un forum. Il y a des couches téléchargeables qui s'appliquent, bon, dans ces cas-là, dans les territoires de l'Aude, mais tout ce qu'on a fait, c'est reproductible pour pouvoir les calculer rapidement par des algorithmes dans d'autres territoires. Donc, je ne sais pas si je vais tout dire, parce que tu connais bien le projet. Merci beaucoup, Nancy. De toute façon, comme on l'a dit, hein, cette séance, cette matinale, c'est vraiment pour montrer juste quelques exemples et donner envie d'en savoir plus long. Donc, voilà, on va passer au dernier projet, SCO, qui, lui, est un projet qui a été proposé et réalisé par la société MEOS, par Thomas Ferrero, et qui s'applique aussi à de la planification territoriale. Merci beaucoup, Nancy. Bonjour à tous. Si on peut avancer dans les slides, du coup, peut-être revenir sur le partage. Dorian? Alors, il faudrait que Nancy stoppe son partage d'écran, s'il te plaît. Nancy? Nancy, tu peux stopper le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, j'essaye. Ah, merci. Tu vas en haut? Oui, je sais ce que je suis en train de faire, mais c'est où que je... Peut-être Thomas commence à présenter ta société, peut-être? Oui. À l'oral. Ouais. Donc, bonjour, je suis Thomas Ferrero, le fondateur de la société MEOS. Rapidement, c'est la suivante, Dorian. Notre cœur de métier, notre ADN, pour nous, c'est... Alors moi, à titre personnel, j'ai travaillé 10 ans en collectivité avant de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. On crée des services à partir de données géospatiales et géographiques en général, et notre cœur de métier, évidemment, c'est l'imagerie satellite. Et l'ADN, c'est accompagner donc les territoires, et particulièrement les collectivités, dans la mise en œuvre et la mesure d'action de lutte contre le réchauffement climatique. Et on va produire de la cartographie interactive, de la donnée pour les territoires. Donc, slide suivant. Donc, on est dans un écosystème à la fois technique avec des partenariats avec le CNES, avec des projets avec les arts, on est membre d'Aerospace Valley. Mais également, on a peut-être dû commencer par ça, on est aussi membre de France Ville Durable, donc vous pouvez nous retrouver dans le collège entreprise, et on est rentré récemment dans France Ville Durable. On a aussi le label Green Tech Innovation. Et donc, comme je le disais, notre cœur de métier, c'est d'aider les territoires de manière très concrète. On va se positionner en tant qu'opérateur de choses qui vont être faites par des laboratoires, laboratoire scientifique ou le CNES, pour vraiment amener du service récurrent au territoire et aux décideurs. Donc, slide suivant. Okay. Donc, en fait, on est parti d'une étude que nous a confiée le CNES en 2019, il me semble, sur l'apport de l'imagerie satellite dans les TCAET que tout le monde doit connaître aujourd'hui. Et donc, dans cette analyse, on a fait une étude avec des territoires et on est allé valider ça sur plusieurs territoires. Le pressenti du CNES était que l'imagerie satellite pouvait être pertinente dans les TCAET. Effectivement, on a trouvé qu'on avait souvent des données anciennes et hétérogènes qui arrivaient des divers acteurs du territoire. On a trouvé qu'il y avait des échelles qui ne correspondaient pas forcément à celles d'un TCAET.
Et surtout, qu'en fait, il y avait assez peu d'outils de mesure. Et quand on parle d'outils de mesure, aujourd'hui, ça s'arrête souvent à des tableaux Excel qu'on va remplir en disant oui, j'ai fait cette action. Et des fois, ça s'arrête, c'est même oui, j'ai dépensé cette ligne budgétaire. Typiquement, oui, j'ai sensibilisé le secteur agricole aux bonnes pratiques agricoles, mais est-ce que ça a un réel impact sur le climat? C'est ce qui manquait. Donc, ce constat, il a été partagé donc par différents acteurs. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé donc à sortir une boîte à outils, on va dire, pour les territoires. Et donc, c'est des outils qui vont être au service de l'aménagement du territoire pour lutter contre le réchauffement climatique et donc mettre en œuvre et mesurer des actions. Alors, il y a toute une gamme d'outils, c'est de la cartographie interactive, mais aussi de la production de données. Donc, on peut produire de la donnée qui va venir s'intégrer dans les systèmes d'information géographique des territoires. Je vais prendre juste quelques exemples avant d'aller sur le SCO. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, de la végétalisation des îlots de chaleur. Voilà, nous, on a un outil qui va permettre, qui s'appelle Neo Urban Green, qui va permettre donc de regarder la température la température au sol, de mettre en évidence les îlots de chaleur. On va venir croiser donc ces îlots de chaleur avec de la détection, avec de la donnée très haute définition. Donc, on va pouvoir cartographier de manière très précise de la végétation. Et donc, l'étape d'après, donc là, on est dans la phase de diagnostic. Ensuite, on est dans la phase de mettre en place des actions. Donc, on va pouvoir aider les collectivités en leur disant, voilà, ici, à cet endroit, vous avez un pic de chaleur, un îlot de chaleur et vous avez très peu de végétation. Vous êtes sur du domaine public, donc vous avez l'action indirecte. Ici, vous êtes sur du domaine privé, vous avez de l'action indirecte. Et ensuite, on est dans la dernière phase qui est la mesure, puisque quand on va mettre en place ces actions-là, nous, avec ces croisements qu'on va pouvoir effectuer dans le temps, on va pouvoir donc regarder les résultats, entre guillemets, des actions. Donc, il faut vraiment voir ça comme des outils de monitoring. Et donc, on a eu également, alors juste slide avant, la chance d'avoir deux projets SCO qui ont été labellisés. Donc, Frédéric a introduit, a présenté le SCO. On a eu la chance, nous, de travailler sur un projet dans le département du Gers, donc relativement rural, mais avec une forte attractivité, on va dire, attraction vers Toulouse. Et on a travaillé donc 3 sujets que je vais rapidement vous détailler. Donc, le premier sujet, slide suivant, qui concerne donc l'implantation de panneaux photovoltaïques. Donc, slide suivant, puisque le constat dans l'étude qu'on avait fait, c'est que typiquement, voilà, on avait besoin, il y avait une forte sollicitation pour l'installation d'énergie verte, particulièrement d'imagerie satellite, particulièrement de panneaux photovoltaïques. Mais comment faire l'état des lieux de ce qu'il y a sur le territoire, comment aider les collectivités à remplir leurs objectifs de production, sachant que c'est une compétence qui est très transverse, l'énergie, et donc il y a beaucoup d'acteurs là-dessus, et à la fois, les entités et les décideurs des collectivités sont fortement, on va dire, sollicités par des porteurs de projets privés qui viennent leur vendre un super projet. Donc l'idée, c'était typiquement, grâce à l'imagerie satellite, de détecter ce qu'il y a, de détecter aussi des ombres, des pentes, des choses comme ça, et par un croisement de données de plein de critères, donc c'est le suivant, on va pouvoir arriver à donner un score à chaque parcelle. C'est pas du cadastre solaire parce que ça doit pouvoir s'adapter aussi sur tout ce qui est au sol. Aujourd'hui, en agriculture aussi, on parle d'agrivoltaïsme, aussi sur des lacs et autres. Et donc l'idée, c'est de pouvoir donner un potentiel d'accueil à chaque parcelle, où on va venir pour croiser donc des contraintes qui vont être du relief, des équipements, des contraintes aussi juridiques comme le code de l'urbanisme, etc., avec des enjeux qui peuvent varier, comme la densité urbaine, l'artificialisation des sols, etc. Donc aujourd'hui, on arrive à aider les collectivités à remplir leurs objectifs en leur donnant des informations sur le niveau d'acceptabilité d'implantation de photovoltaïque sur une parcelle. Slide suivant. Un autre sujet, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en amont, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a un encouragement, on va dire, aux bonnes pratiques agricoles du secteur agricole. Donc, on a de la sensibilisation au monde agricole sur ce que c'est des pratiques agricoles de conservation. Typiquement, l'intérêt d'avoir du couvert végétal interculture, l'intérêt de laisser des haies, voire même de replanter des haies, et l'intérêt, par exemple, d'avoir des bandes enherbées ou de limiter le travail en profondeur.
Donc, il y a certaines choses qu'on peut monitorer à partir d'imagerie satellite. Hein. Aujourd'hui, on a le programme Copernicus qui permet de faire un véritable monitoring du territoire. Aujourd'hui, tous les 6 jours, j'avais un satellite qui passe au-dessus de votre tête et qui prend une photo de votre territoire. Et grâce à ça, on va pouvoir empiler des photos et des images satellites et monitorer les territoires. Et donc, grâce à ça, typiquement, si je prends le couvert végétal actif, l'action ne s'arrête plus à sensibiliser le monde agricole sur le couvert végétal actif, mais on va pouvoir voir si cette sensibilisation a un réel impact et s'il y a une réelle progression du couvert végétal actif sur un territoire. Et bon, par exemple, ici, vous voyez, on va croiser des choses qui sont fixes. La pente de la cartographie que vous voyez ici, c'est une cartographie de risque d'érosion. On va croiser les pentes et les pédologies avec des choses qui varient justement, comme l'occupation du sol et le couvert végétal. Et donc, en fonction de ça, on est aussi capable de faire des cartes d'érosion, mais dynamiques, en fait. On va analyser mois par mois ce qui se passe. Thomas, ça te va si tu as encore 3 minutes pour laisser un peu de place aux questions, si c'est possible? J'essaye. Ouais, J'essaye. Ouais, okay. Promis, je tiens le rang. Pas de souci. Un autre sujet qu'on a travaillé, le suivi des réserves anneaux par exemple, pour le milieu agricole, où on est tombé donc sur des territoires et des acteurs qui connaissaient très bien la localisation de leurs réserves anneaux. Mais par contre, comment ces réserves anneaux, elles évoluent? Et comment elles évoluent typiquement en saison culturelle? Est-ce qu'on commence avec beaucoup d'eau et est-ce qu'on finit l'année culturelle, c'est-à-dire la période d'étiage vers septembre-octobre, avec peu d'eau? Comment ça évolue? Est-ce que le territoire est équilibré par rapport à ça? Ça, c'est des questions auxquelles l'imagerie satellite peut répondre, puisqu'on va pouvoir cartographier 1 fois par mois ou 2 fois par mois les réserves anneaux et les surfaces anneaux pour voir comment elles évoluent. Et évidemment, on va pouvoir du coup regarder ça sur une période, mais aussi sur une période plus lointaine, puisque l'imagerie satellite a l'immense pouvoir de aussi pouvoir rejouer le passé. Donc, on va regarder dans le temps, on va faire une analyse dans le temps, par exemple, sur un territoire, de comment les réserves en eau pour l'irrigation évoluent année par année. Et aussi, on va comparer donc ces années-là, donc slide suivant, pour pouvoir montrer comment ça évolue. Voilà, donc typiquement, on a mois par mois ou année par année les surfaces disponibles et on s'est aperçu, avec certains territoires, que des réserves en eau étaient complètement épuisées, même avant la période d'étiage. D'autres réserves en eau n'étaient plus utilisées, par exemple pour l'irrigation, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire du monitoring très fin par rapport à ça. Et vu que je suis un bon élève, je vais en finir là-dessus. Juste dernier slide, un petit peu. Donc vous l'aurez compris, nous, notre cœur de métier, c'est aider les territoires et les acteurs publics à mettre en place et à mesurer des actions de lutte contre le réchauffement climatique grâce à l'imagerie satellite. Aujourd'hui, voilà, on peut vraiment avoir une mesure exacte de l'action publique. Tout ça, c'est grâce à la maturité de l'imagerie satellite, puisqu'aujourd'hui, on a des programmes satellites qui sont vraiment matures là-dessus, avec des programmes à très haute résolution et peu de répétitivité, des programmes avec des très fortes répétitivités. On a des modèles de vente pertinents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de venir voir une collectivité et d'abord de dire il faut mettre 40 000 € sur la table pour acquérir de l'imagerie satellite. Ça, c'est quelque chose qui est fini. Aujourd'hui, il y a un coût nul de l'imagerie satellite ou alors relativement faible pour la majorité des cas qu'on va pouvoir traiter. L'imagerie satellite, elle est pertinente sur le réchauffement climatique, mais ça, le SCO l'a bien expliqué, Frédéric Grottard l'a bien expliqué. Et puis, on a des acteurs aujourd'hui industriels, comme nous et comme d'autres, qui sont là pour fournir du service. Là où le CNES n'est pas là pour fournir du service, mais va aider plutôt en amont à mettre des démonstrateurs en place ou va travailler avec les collectivités. Le CNES est le laboratoire scientifique comme cela. Et nous, on amène vraiment du service fini aux collectivités ou avec des fortes valeurs ajoutées pour qu'ils puissent donc monitorer leur territoire et leurs actions. Et du coup, je m'arrête là pour essayer de rester dans le temps imparti. Merci beaucoup Thomas d'avoir joué le jeu. Et donc, non, c'est parce qu'on voulait garder quelques minutes, voilà, savoir s'il y a des questions. Il y en a eu pas mal qui ont été posées dans le chat, mais savoir s'il y a des questions en live. Et puis après, donner le mot de la fin à Éric Brel et à Bruno Bessis pour tenir les délais. Mais ça va, on a encore 13 minutes. Donc voilà. D'abord, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je laisse Alexandra gérer les demandes de questions. Très bien.
Pour l'instant, je ne vois pas de main levée. Peut-être Hélène Lézé en attendant quelques questions dans le chat, hein, il y en avait pas mal. Hein. Tout à fait. Alors bon, d'abord, il y avait une question sur le Space for Climate Observatory. Est-ce que ça s'adressait qu'au territoire français? Non, pas du tout. Hein. Ça peut s'appliquer. Il faut qu'il y ait forcément des partenaires français dans les consortiums donc multi-acteurs qui sont nécessités, mais sinon, ça peut s'adresser vraiment à n'importe quel pays du monde. Ensuite, il y avait la question de est-ce que donc tous ces développements sont au moins en partie mis à disposition de la communauté en open source, etc. Et donc, Frédéric Bretard a répondu hein, sur le fait qu'effectivement, il y avait un maximum ou un optimum de ces développements qui étaient mis à disposition, mais que par contre, lorsqu'il y avait des sociétés privées qui investissaient dans ces développements, de façon très logique, une partie des développements pouvait rester sous propriété voilà, de ces acteurs privés, mais il y a toujours une partie, au moins des résultats, des couches d'information, des bases de connaissances qui sont reversées à la communauté. Voilà. Après, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient juste de poser une question, donc s'il veut la poser, je ne sais pas, un certain Nicolas, en direct, je ne sais pas. Et peut-être Frédéric Bretard pourra répondre là-dessus, ou Éric Brel. Il n'a pas de micro. Alors, la question, c'est comment se passe le transfert de technologie entre les différents acteurs d'un SCO, propriété intellectuelle, etc. Donc, Frédéric, je ne sais pas si tu veux répondre au vu de 3 ans de projet SCO. Pas sûr que Frédéric soit là encore. Ah, si. Frédéric, est-ce que tu es encore avec nous? Bon, peut-être pas. Hélène, je peux dire en tout cas sur Flood. Tu peux témoigner, vas-y. Oui, oui, bon, parce que ça dépend des projets. Nous, par exemple, on a fait un projet aussi sur la télédétection des peaux sauvages. Donc, il y a des choses qui restent au CNES et qui sont après contractualisées par des licences. Il y a des choses qui, en fait, c'est pas complètement propriété privée du CNES ou propriété privée de l'entreprise privée. Mais en tout cas, il y a une répartition des rôles qui est et du droit qui est très clair au démarrage des projets SCO. Et la société privée, en général, peut après proposer des services payants. Mais il y a aussi, je voulais revenir aussi à Flood. Dans Flood, par exemple, on a une grosse partie qui sera mise à disposition gratuitement. Il y a une partie qui ça sera payante pour aller plus loin dans des services qui seront facturés. Mais par exemple, les moteurs de recherche documentaires sur les aspects inondation, ça sera proposé pour la recherche gratuitement. Et il y a des couches qui seront proposées, en fait, qui sont déjà proposées gratuitement aux acteurs des LOD. Donc, il y a toujours une partie qui est évidemment, parce qu'il y a de l'argent public, qui est rendu au public, et une partie qui sert parce que les sociétés privées dans les projets SCO co-financent. En fait, la SGEVT a aussi financé une partie du projet. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les projets SCO, mais nous, on a participé on investit une partie dans notre activité. Hélène, tu peux compléter, mais en tout cas, il y a une partie qui revient au public, de l'argent public, une partie, je vous donnerai les dates exactes de la mise à disposition des forums, de la partie forum gratuit qui sera ouverte, qui sera bientôt ouverte au public, mais en tout cas, la partie documentaire qui est fruit de notre travail, ça sera le moteur de recherche proposé rapidement. Et pour l'OD, pour les acteurs des LOD, il y a des couches qui sont déjà à disposition des acteurs, évidemment gratuitement. Donc, merci beaucoup Nancy pour ce témoignage, c'est intéressant. Je vois que Frédéric est revenu et peut-être Thomas veut aussi témoigner, je ne sais pas. Oui, enfin, excusez-moi, là on parlait des financements, c'est ça? Non, comment se passe le transfert de technologie entre les différents acteurs d'un SCO, propriété intellectuelle, etc.
Oui, bah alors en fait, alors bon, Thomas pourra en parler aussi. Nous, en fait, on n'a pas de cadre très formel là-dedans. En fait, les choses se font souvent en discussion au sein du projet du consortium, hein, puisque en fait, tout dépend un petit peu et de la problématique et des acteurs qui sont présents. On a en fait beaucoup d'exemples. Hein. Je sais que certains, voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais certains projets ont des accords de consortium donc ça met un petit peu de temps en fait à converger vers ce type d'accord. Alors j'ai en tête un accord de consortium, le nom du projet, c'est enfin il y en avait en tout cas avec Airbus, je crois que c'était sur la Thaïlande. SAT for BDND, peut-être Vincent me corrigera, mais Satel CZ, je pense. Oui, ils ont pardon, effectivement fait. excuse-moi, Ouais. Satel CZ. Donc, il y a un accord de consortium là-dedans où effectivement, vous avez raison, il y a certaines briques qui ont de la propriété intellectuelle, je crois que c'était chez Airbus par exemple, voilà, on regarde comment les choses se passent. À l'inverse, et là Thomas pourra peut-être le témoigner, mais quand entre par exemple le 16 Bio et pour le projet Space for Eric, c'est ça Thomas? Alors, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, je risque de dire une Non, parce bêtise, mais qu'il ne reste que 6 minutes en plus. Donc. alors vas-y Thomas, donne-nous ton expérience Non, à ce niveau-là. juste pour compléter, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt de ces projets-là est de faire des consortiums qui sont intéressants, c'est-à-dire d'avoir, généralement, c'est un labo de recherche. Alors, ça part d'un territoire qui a un besoin, voilà, avec un labo de recherche, et entre les deux, un industriel. Donc, parce qu'il y a un financement public, il y a des choses qui sont remises, on va dire, en open data, on va dire, dans le public. Mais après, l'idée, c'est que, comme je le disais, c'est le travail d'un laboratoire, on n'est pas de faire du service pour un utilisateur final. Donc, dans ces consortiums-là, généralement, il y a un territoire qui vient avec un besoin, une problématique à laquelle le spatial peut répondre. Il y a un laboratoire de recherche qui a déjà avancé sur des choses sur cette thématique-là et qui peut proposer du coup la continuité. Et il y a une entreprise comme Meos, par exemple, qui est là entre les deux pour avoir un bras, je dirais, côté utilisateur, parce qu'on connaît bien les utilisateurs et leurs besoins, un bras côté recherche, et faire matcher tout ça pour en faire des services à valeur ajoutée. Alors nous, notre intérêt, évidemment, en tant qu'entreprise, c'est derrière de les déployer et de les commercialiser. Mais il y a quand même une mise, je dirais, au pot commun sur le coût, des accords entre les entreprises et les laboratoires et les territoires d'expérimentation. Merci Thomas, je pense qu'on va pouvoir conclure. En tout cas, on voit que un des objectifs du SCO, et je pense que ça va répondre à une autre question qui avait été posée là en termes de niveau de TRL, etc. C'est vrai que le SCO ne fournit pas forcément directement des applications complètement opérationnelles à TRL 9. Par contre, un projet SCO n'est retenu que s'il contribue à faire monter en TRL très significativement une techno, un service qui très rapidement a vocation à devenir commercial et opérationnel ou à être approprié, utilisé par des services publics. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas directement de l'opérationnel, mais c'est très proche de quelque chose de pleinement opérationnel. Je peux dire un mot, Hélène, pour ce que je n'ai pas dit et que je pense que c'est… je voudrais dire que je ne sais pas comment on pourrait faire sans les satellites pour répondre aux exigences réglementaires des changements climatiques et notamment sur la non-perte des capitales écologiques, en tout cas des capitales écologiques ou par exemple, je trouve que dans les territoires, on travaille beaucoup sur la mise en action de certaines choses, mais on n'est pas capable de monitorer des très larges territoires avec la fréquence que la législation nous demande, tous les 3 ans, tous les 6 ans. Donc, la seule clé, à mon avis, parce qu'on n'a pas une armée, ni les moyens financiers, ni une armée de fonctionnaires qui puissent aller sur le terrain, c'est certaines questions, c'est les satellites pour la reproductibilité, la solidité, la fiabilité, la possibilité de programmation. Donc, juridiquement parlant, je ne sais pas comment on peut faire autre que sur certaines questions traitées avec les satellites. Merci Nancy pour ton avis aussi de juriste qui est très important. Et peut-être maintenant, Bruno et Eric vont nous donner le mot de la fin de cette matinale. Je commence, Eric, peut-être? Comme tu veux, oui, vas-y. Ok, et comme ça, tu pourras faire
tu pourras dire les derniers mots, sachant que Nancy a presque fait la conclusion. En tout cas, elle a abordé la conclusion en disant, et je ne sais pas répondre à ce que dit Nancy. En tout cas, je trouve que sa façon de dire qu'on ne peut pas répondre aux enjeux du changement climatique et relever les défis du changement climatique sans utiliser les données satellitaires, je le note évidemment, moi je n'ai pas cette expertise, mais je trouve l'affirmation très forte et qui mérite évidemment d'être travaillée. En tout cas, on a commencé cette matinale en parlant d'opérationnalité, en disant que le changement climatique, la transition écologique, ça devait se traduire. On cherchait les outils pour les traduire depuis les politiques, depuis les grandes orientations données au niveau national ou européen ou international, et qu'on a besoin d'outils pour les traduire sur les territoires et pour donner les moyens aux territoires de concrètement mettre en œuvre cette transition écologique sur leur territoire. On a eu des exemples très forts et qui répondent, alors ne serait-ce que sur le sujet du trait de côte, entre autres. J'ai noté notamment cette expérimentation, comment aider les collectivités qui vont subir ce retrait du trait de côte. Donc, on a des exemples vraiment opérationnels qui sont au service des collectivités. J'ai trouvé ça passionnant. Je reviens sur ce que disait également Sébastien en introduction, et je le redis là maintenant. L'idée de ces matinales, l'idée de ce travail, c'est de ne pas être sur un one-shot et de dire, bah voilà, on s'est parlé et puis on se reverra peut-être un jour. Non, ce n'est pas du tout l'idée. On se revoit déjà, on reprend date pour le 13 décembre sur des sujets liés à ce qu'on a vu ce matin, mais pas les mêmes, évidemment. On va avancer dans nos réflexions. Donc, Eric, tu vas le dire en conclusion, mais on va vous interroger à ce sujet. Et puis, la dernière idée m'échappe, mais en tout cas, on est bien sur cette idée qu'on est dans la continuité. Nous, évidemment, État, on reste à vos côtés dans ce rôle d'État accompagnateur que j'évoquais en introduction. Et on va continuer à travailler avec vous pour outiller. On a d'autres outils, on développe d'autres outils, mais on va continuer à être avec vous pour continuer à outiller, notamment sur cette utilisation des data, pour outiller les collectivités et les aider à mettre en œuvre rapidement cette transition écologique. Je te laisse la parole, Eric. Très bien, merci. Alors, tout d'abord, je tiens à tous vous remercier pour l'écoute que vous avez eue aujourd'hui, même si par moments c'était un peu difficile, mais on y est arrivé. Je remercie aussi beaucoup Hélène, Bruno, Dorian et compagnie pour l'organisation de cette matinée qui s'est quand même bien déroulée. Je remercie fortement Monsieur Sébastien Maire et France Ville Durable de nous accueillir et notamment de nous permettre de présenter le paysage si vaste de l'apport du spatial. Vous avez pu voir quelques exemples qui passent de la démonstration à une utilisation opérationnelle. Nous continuons, nous, à travailler sur tous ces petits dossiers, de toutes ces réflexions auprès de quelques territoires déjà partenaires, comme les métropoles de Montpellier, Toulouse ou la ville de Paris, mais des territoires comme l'Aude, le Val d'Oise, le Gers, mais aussi une grande partie des régions de France. Et comme l'a précisé Bruno dans son introduction, le CNES, avec ses programmes Connect by CNES et le SCO, est un organisme de l'État qui est là pour vous accompagner dans votre développement vers l'avenir qui nous attend avec l'outil spatial. Si je peux me permettre de dire que la principale partie de notre action auprès de vous est totalement gratuite et on est là vraiment pour vous accompagner. Donc maintenant, c'est nous qui sommes à votre écoute et pour échanger et pour aller plus loin dans toutes ces applications, comme l'a rappelé Bruno, donc nous vous invitons le 13 décembre, vous allez recevoir un mail d'invitation. Donc, ça sera en présentiel au siège du CNES, au centre de Paris, au Halles, mais aussi en distanciel. Il n'y a pas beaucoup de places, je crois qu'il y a une centaine de places. Donc, dès que vous recevez le mail, je vous conseille de vous précipiter sur votre inscription. Voilà, encore merci beaucoup à tous. Et puis, donc, au 13 décembre. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci Eric et Merci à Bruno. tous Au revoir. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.